Donc on repart, les cas concrets autour de cette nouvelle donne réglementaire sur le P2P. Et alors, on en a parlé dans l'introduction, allez voir l'introduction si vous voulez. Le secteur du transport est sans doute, en termes de facturation, de dématérialisation des factures, l'un des secteurs les plus complexes à gérer, les plus intéressants aussi. Et donc c'est pour ça qu'on va en parler avec Sébastien Flandre. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc tu es directeur administratif et comptable, zone Est-France du groupe Stef. Stef, c'est quoi? C'est un des gros transporteurs européens même aujourd'hui. C'est le plus gros transporteur européen. Ah, c'est le plus frigorifique. gros en Europe en frigorifique. Ah oui, voilà, c'est ça. En température dirigée, exactement. Ah, voilà, c'est ça. Température dirigée. Voilà. Et Frédéric Massy, salut Frédéric, donc CMO de ITsoft justement qui accompagne les entreprises dans cette grande opération de dématérialisation du processus P2P. On va prendre la mesure de ce que représente, alors ta seule zone Est d'ailleurs, ou l'ensemble du groupe. L'ensemble du groupe, l'ensemble du groupe, c'est combien de fournisseurs Alors c'est 30 000 fournisseurs actifs, une base d'environ 100 000 fournisseurs. Donc actifs et non actifs. Ouais. C'est 1 million de factures sur 250 sites français et étrangers. Ouais. Et sur ce million de factures, je crois que le plus gros, il en envoie 18 000, c'est ça À peu près, oui, on va dire entre 10 et 20 000. Voilà. Et t'en as sinon quoi, quelques milliers qui t'envoient une facture par mois? On a 80% qui envoient une facture par mois. Ouais, c'est ça. À peu près. Et est-ce que ça, c'est le premier point de blocage? C'est-à-dire, comment est-ce que tu traites ces fournisseurs donc, qui n'ont qu'une relation très partielle avec toi? Comment est-ce que tu les traites pour avancer dans la dématérialisation? Alors, on a démarré par une phase pilote pour voir l'adhésion de ces fournisseurs à l'envoi un peu plus structuré du mail. Et ensuite, on a fait par étapes sur 3 grandes catégories, nos frais généraux, la partie sous-traitance, qui est une part importante de notre secteur, et de la partie client, qui nous envoie des factures de litige marchandises. Donc en 3 étapes, pour être certain de faire adhérer un maximum de fournisseurs à ce démarrage qui a été fait sur environ 6 mois. Oui, mais attends, moi je veux que tu racontes dans le détail. Parce que dire ça... Non, il a fallu faire un énorme effort de communication. Alors, tout à fait. On a essayé de se doter d'outils modernes, c'est-à-dire non pas passer par un mail, mais par un outil qui génère X mails pour toucher X fournisseurs, sur une base qui est assez pléthorique, il faut le dire, sur nos fournisseurs et sur les adresses mail. Avoir le bon mail, c'est pas toujours évident d'avoir cette donnée, on va dire, à jour, parce que ça évolue chez nos fournisseurs. Et donc on a utilisé un outil qui nous a permis de s'adresser à un maximum de fournisseurs et d'avoir un retour et de gérer ces retours également pour pouvoir leur apporter aussi une réponse quand ils avaient des questions. Ce qui n'était pas notre quotidien auparavant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une relation one-to-one avec nos fournisseurs par le biais des comptables. Là, on voulait s'adresser à un maximum de fournisseurs sur des typologies de dépenses ou d'engagements qui sont toutes les 3 différentes. Les frais généraux et la sous-traitance et les litiges sont 3 domaines de dépenses complètement différents. Et donc, il a fallu s'adapter à leurs contraintes dans cette communication. Donc, il fallait avoir une base fournisseur propre ou relativement propre, ce qui est aussi un challenge. Mais bien sûr. Et communiquer avec eux, en sachant qu'évidemment, Stef ne s'adresse pas qu'à des fournisseurs français, mais à des fournisseurs étrangers, sur plusieurs pays européens occidentaux, mais également sur d'autres pays, tels la Pologne. Enfin, il y a beaucoup de pays qui sont fournisseurs de Stef, dans la Scandinavie, donc aussi s'adresser en multilingue. Mais pour le résumer, tu étais comptable, tu deviens consultant. Oui. Oui, c'est ça. C'est quand même une mutation du métier extraordinaire. Et tu me disais des fois, à un moment, il n'y a pas d'autre solution, il faut prendre le téléphone, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui n'est pas toujours pratique dans certaines langues. Ah non, bien sûr. Alors, on n'a pas forcément le plus de difficultés avec des fournisseurs étrangers. Parce que la crise du Covid nous a permis quand même de démarrer cette étape avant de démarrer avec ITsoft pour recevoir les factures sur un mode dégradé qui était le mail, sur les boîtes mail des comptables, pour répondre à une contrainte qui était que la poste, dans certains pays, ne passait plus. Et donc, on a commencé un peu comme cela. Ça nous a désorganisé, mais ça répondait à un engagement de paiement que Stef devait se faire.
Frédéric, sur ce premier point de blocage, puisque ce sont les points de blocage qu'on essaye d'identifier, ce premier point de blocage qui est de dire mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir la bonne adresse mail déjà pour m'adresser au bon gars qui va pouvoir s'occuper de la dématérialisation de la facture qu'il va m'envoyer. Oui, c'est un défi. La clé de digitaliser le procure-to-pay, c'est de chercher l'automatisation maximale. Ouais. Donc, comme on peut l'évoquer, on reçoit du papier, on reçoit potentiellement de l'email. Il est certain que si on a bien digitalisé en process en interne, ce qu'on a fait ensemble, on sait recevoir du papier, mais le levier va venir d'avoir un flux nativement digital à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Aujourd'hui, le plus simple, ça reste l'email. Ouais. On peut aussi travailler sur des portails, on en fournit, c'est aussi assez complexe à onboarder. Souvent, une contrainte tierce va aider. Le Covid l'a été, ça l'a été pour Steph. Je peux citer, on a pas mal de clients, on a vu leur transformation durant le Covid. Il a fait plus dans cette digitalisation de la relation que des années d'efforts. Et puis là, tu as la norme facture électronique qui va de toute façon imposer un coup près. 2026, voilà. Ça partira sur un flux électronique. Maintenant, je pense qu'entre 2021 et 2026, il y a encore beaucoup à faire. Donc, vous allez chercher ces quelques pourcentages d'automatisation complémentaires. La clé, c'est la clé de la productivité du process. Ouais. Mais toi-même, tu conviens que de temps en temps, pour aller vers le monde moderne, il faut presque faire un retour en arrière et utiliser le téléphone et aller vraiment chercher le gars qui va être celui qui va déverrouiller le système. Oui, et il y a cet aspect de recevoir un flux nativement digital, un PDF, tout simplement par email. En fait, on lutte contre la force des habitudes. Pourquoi est-ce qu'on envoie un document papier, une facture papier ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Exactement. Et faire cette transformation auprès d'une myriade de petits fournisseurs, c'est compliqué. Le deuxième levier qu'on va souvent avoir, on estime qu'un comptable, je ne sais pas si c'est exactement le cas chez Steph, il va passer 20% de son temps dans cette relation avec le fournisseur aussi, à répondre où est ma facture, est-ce qu'elle a été payée, quand est-ce qu'elle va être payée. Ça, si on commence à s'appuyer aussi sur typiquement des portails, on fournit typiquement notre solution, ça permet de fluidifier cette relation. Tout à fait. Et de diminuer le temps qui est passé, on parlait de devenir un consultant un peu, de se focaliser sur des tâches qui soient un peu plus à valeur ajoutée que simplement répondre à où est ma facture, est-ce qu'elle est payée. Alors quand on a digitalisé son système avec de bonnes solutions, on en fournit, on a cette information directement native dans le système, il faut l'exposer par un portail. Alors, deuxième point de blocage, c'est le réglementaire. C'est-à-dire, et ça, mais je te poserai la question, est-ce que chaque secteur, en fait, a ses spécificités ? Et Frédéric, tu vas pouvoir nous dire si c'est vrai dans d'autres secteurs, mais dans le transport, le papier est toujours obligatoire. Le papier est obligatoire pour la preuve de réalisation du transport. Voilà. Et on se retrouve finalement à avoir deux flux. On veut en digitaliser un qui est la facture, et on ne peut pas digitaliser la preuve de la réalisation de la prestation. Bon, je parle du transport évidemment, mais d'autres sur les litiges, c'est également le cas. Et donc on a deux flux qui vont aller à deux endroits différents, qui vont devoir être réconciliés à un moment. Et ça, il faut s'adapter. Et il va falloir qu'on s'adapte sur cet enjeu. Mais c'est l'administration qui... Comment est-ce que ça s'appelle d'ailleurs ce document C'est la lettre de voiture. Voilà, lettre de voiture. C'est le contrat de transport, c'est la preuve, c'est le contrat, tout simplement. La lettre de voiture, ça fait un peu suranné quand même. Voilà. Et c'est l'administration qui insiste pour que ça reste en format papier ? Alors, je n'ai pas de réponse à ça. D'accord, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il est indiqué que le document doit être l'original. Et donc j'imagine qu'effectivement, tu dois avoir des fournisseurs qui disent « Non mais attends, puisque je t'apporte la lettre de voiture en papier, je peux bien t'apporter la facture en papier aussi. » Oui, voilà. Parce que beaucoup ont pris l'habitude aussi de nous les envoyer déjà par mail. C'est ça. Frédéric, il y a des spécificités comme ça par secteur qui sont des verrous réglementaires à la dématérialisation de ce processus P2P ? Il peut y en avoir. Hein. Celui-là en est un, puisque c'est intéressant sur la lettre et ces documents qu'il faut garder de manière papier. La facture en elle-même, il n'y a pas si longtemps, vous deviez la garder de manière papier si vous la receviez. C'est vrai. Depuis quelques années, on peut la déchirer, la mettre à la poubelle si on fait ce qu'on appelle une copie fiable de ce document, c'est-à-dire qu'il faut le signer électroniquement et l'archiver de valeur probante, on permet de le faire. Mais il y a d'autres documents, peut-être que la législation n'est pas encore totalement à jour, il faudrait bien l'étudier, sur la possibilité de supprimer, de prendre nativement des documents numériques en entrée. Mais le réglementaire, il est indissociable, et les contraintes de conformité de la digitalisation de ce type de processus. En fait, c'est une gestion de risque. Vous avez des risques de conformité, de réglementation, copie fiable, piste d'audit fiable, je pense que tous les comptables connaissent ça très bien. Les délais, on parlait de délais de paiement, DGCCRF, donc on a ces points-là. La facture électronique, c'est une contrainte réglementaire, une opportunité. Une opportunité, ah oui, là vraiment, dans cette séquence, on va raconter combien c'est une opportunité. C'en est une indéniablement, mais ça va être aussi une contrainte parce qu'on n'a pas le choix. Donc le quotidien, c'est de gérer ses contraintes, de gérer ses risques. Il ne faut pas oublier d'ailleurs également les risques de fraude, quand on parle de risques au sens large.
en digitalisant, que ce soit le procure-to-pay, mais on aide aussi des tas de types d'autres secteurs. La digitalisation, il faut aussi bien le faire, c'est plus facile de frauder, typiquement une fausse facture ou un faux fournisseur dans le monde digital que dans le monde papier. Il y a un très bon livret qui a été fait par la DFCG là, récemment sur la cyberfraude dans l'environnement des directions financières. Le pire moyen risque de fraude, c'est la facture au faux fournisseur pour les organisations. Ouais, Il faut savoir s'équiper, il faut vraiment s'appuyer sur des systèmes, des process, des outils qui, en amont, traitent tous ces risques. Alors justement, ça nous amène au troisième point et au troisième verrou que toi, tu as identifié, Frédéric. Tu appelles ça le verrou technologique. C'est-à-dire que dématérialiser la facture ne peut se faire que si, derrière, c'est le process achat aussi, par exemple, qui est dématérialisé. En fait, il faut avoir une vision assez globale de son process, petit 1. Et petit 2, verrou technologique, je reviens sur ce qu'on a pu évoquer. L'objectif, c'est de gagner en productivité. Ouais. L'objectif, c'est de gagner en efficacité. Pour ça, il faut automatiser au maximum. Le premier point, c'est d'avoir le maximum de données de facture fiables, conformes, valides, en temps réel. Donc il faut avoir des robots qui font cette tâche-là plutôt qu'un humain. Historiquement, on ressaisit, on met des robots. Il y a, je pense que c'est, sans faire une grande explication technologique, ces dernières années, les avancées de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, fait qu'on peut arriver à des taux d'automatisation bien supérieurs à ce qu'on pouvait faire avant. On est bien placé pour le savoir, ça fait 30 ans qu'on le fait. Et on sait ce qu'on a pu fournir ces dernières années. Il faut vraiment s'assurer, je pense que c'est un peu le cas de Steph d'ailleurs, de s'appuyer sur des technologies, ce cœur de technologie qui permet d'extraire au maximum et d'automatiser au maximum cette première tâche, d'extraire les données de facture. C'est le cœur, digitaliser, c'est de la data d'abord, c'est travailler à ce niveau-là. Sébastien ? Je confirme complètement. Tu confirmes, mais ça veut dire que dans l'ensemble du projet qu'a lancé Steph, qui est évidemment un projet de digitalisation très important, il y a eu cette notion qu'il fallait le faire de bout en bout. Et il y a encore cette notion, la direction des achats avec qui nous avons travaillé, avec laquelle nous travaillons encore, ne peut être qu'associée à ce déploiement. C'est ça. Si on n'arrive pas à digitaliser également le process achat, on n'aura fait qu'une marche sur le processus intégral de la dématérialisation et de son paiement finalement de la facture. Ouais. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est quoi ? Ça va être la première ou une étape supplémentaire dans la modernisation en profondeur de la fonction finance et des directions financières dans les entreprises. Ouais. Selon moi, oui. Parce qu'aujourd'hui il y a des outils silotés qui communiquent mal entre eux. Enfin c'est comme ça. Oui, et encore je trouve que Steph sur cette partie process achat est plutôt bien équipé en outils. Il se parle plutôt bien, mais pas encore assez en tout cas. Ouais. Le défi, généralement, ce sont les achats indirects qui sont les plus difficiles à digitaliser. C'est un peu le parent pauvre aujourd'hui. Les achats directs le sont relativement bien par des outils, le RP ou autres. L'achat indirect, c'est l'adoption. Il faut faire en sorte que l'ensemble des usagers de l'entreprise adoptent un outil simple. Les marketplaces vont aider là-dessus, non ? Les marketplaces, et puis également l'outil qu'on met dans leurs mains. C'est un outil moderne qui permet très simplement de faire une demande d'achat et de la mettre. Ouais. Elle est clé parce que si vous voulez réconcilier une facture et les données que vous avez extraites avec la commande qui a pu être faite, si elle est digitalisée, ça va un peu simplifier la chose et si elle existe, ce qui fait qu'on peut aller vers le Graal et avoir des taux d'automatisation totale du process. On ne touche plus, il n'y a plus d'humain. Entre une facture reçue, elle est dans le RP, elle est payée. On a des clients aujourd'hui qui arrivent, Lidl par exemple, 60% de ce qu'on appelle no touch. On ne touche pas la facture. Mais ça, il faut avoir des commandes en amont. 60% des factures envoyées à Lidl sont traitées électroniquement. Et peuvent passer directement. De la réception jusqu'au paiement. Oui, sans intervention humaine. Sans intervention humaine. Sans intervention humaine. Ça te fait rêver, Sébastien ? Oui. On a démarré. On n'est pas à 60%, mais on voit déjà l'intérêt du no-touch que propose Itesoft. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bon, après, le grand avantage pour toi, Frédéric, c'est que la norme, elle évite de monter des business cases pour justifier l'ensemble, ce qui reste toujours compliqué dans la digitalisation de la fonction finance, on en parle très régulièrement. Là, tu n'as pas le choix, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le choix. Je pense quand même que les directions financières vont avoir quand même en interne monté le business case, même avec cette réglementation 2024. Mais de toute façon, il ne faut pas le prendre uniquement sous la forme de la contrainte. Je pense que ça a été évoqué avec Deloitte tout à l'heure. C'est une super opportunité pour rationaliser ces process et s'y mettre. Parce que le business case sous la contrainte, il existe réellement dans la digitalisation de ce process et son automatisation. C'est parfait, merci messieurs. Vous restez avec nous. Toujours des histoires, des exemples, des cas concrets, pratiques autour de la digitalisation du processus P2P à l'occasion de Future of Finance.